Bonjour dans notre émission Et nous sur Canal K Web TV où nous recevons un groupement d'intérêt économique sous l'appellation Africa Agrobio où je vais présenter tout d'abord Philippe Dubourgnon qui est lui-même directeur technique, co-administrateur du groupement, ainsi que Monsieur Garba et Monsieur Kuwonu, où Monsieur Kuwonu est également, si je m'en souviens bien, coordinateur général, et Monsieur Garba, le coordinateur ou le directeur général au niveau de l'extérieur. C'est ça? C'est tout à fait ça. Bon, c'est parfait. Donc, ce groupement, je vais donner un peu les objectifs. Il est surtout, il a surtout été créé pour un développement d'une agriculture écologique responsable sur le continent africain. Moi, je voudrais savoir, je vais vous appeler par votre prénom, ça sera beaucoup Oui. plus facile. Je vais commencer par Philippe. Philippe, comment a été créé Africa Agrobio? Alors Africa Agrobio est né d'une rencontre entre Yao et Oumarou. On a été mis en contact à travers Yao et on a discuté. Alors c'était la Covid, on avait 19, on avait du temps de libre un peu. Et donc on a commencé à discuter ensemble de nos expériences qui étaient liées à l'agriculture et particulièrement en Afrique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés à ce que l'agriculture devienne durable et responsable. Et c'est un peu ça nous a amené à réfléchir, à trouver des solutions aux problèmes que l'agriculture rencontre généralement en Afrique. Donc c'est comme ça que Africa Agrobio a pris naissance, après beaucoup de réflexions et d'études, d'analyses, et on s'est dit on a des solutions et on voulait les mettre en place pour répondre à ces défis que rencontre, je dirais, l'agriculture en Afrique. D'accord. Et donc, qui a été créé sur quelle année pour qu'on se situe bien? Ouais, ça fait 1 an et demi, 1 an et demi. On va dire 2 ans. Alors donc, monsieur le coordinateur général, vous avez peut-être monsieur Kurunu, vous allez m'expliquer un peu les objectifs d'Africa Agrobio. C'est intéressant. Alors, Africa Agrobio, le GIE Africa Agrobio, comme vous l'avez présenté euh, au départ de cette émission, c'est les objectifs, c'est d'aider les agriculteurs en Afrique à avoir de meilleurs rendements, à en perdre le moins possible et à consommer le moins d'eau possible. Philippe, je pense que tu peux compléter. Et ensuite, Euh, Marou développera encore un peu plus la problématique en Afrique pour les agriculteurs. ouais. On s'est rendu compte très rapidement, quand on a abordé le problème de l'agriculture, qu'elle était très sensible au changement climatique, au problème de manque d'eau, le problème de la difficulté de la propriété des terres, des difficultés pour la commercialisation des produits, les problèmes qui sont liés aux entrants, leur disponibilité, et de constater que très rapidement, la plupart des productions agricoles, euh, souvent, malheureusement, finissaient en décharge parce qu'il n'y avait pas de réseau ni de commercialisation ni d'industrialisation. Donc, c'est un peu les raisons pour lesquelles on a pensé à aborder un concept qu'on a appelé AICE, qui parle de l'agriculture, parle de l'industrialisation, la commercialisation et l'environnement. On a essayé de faire une solution globale pour répondre à tous ces enjeux auxquels sont confrontés les agriculteurs, mais aussi les gens qui sont dans l'agroalimentaire en Afrique, et de pouvoir répondre aussi aux problèmes environnementaux. Donc tout ça, nous l'avons basé sur nos expériences personnelles, mis sous forme d'un concept qui est la base de notre GIE. D'accord. Donc, ce concept qui s'appelle AICE, qui sont des initiales, veut dire quoi? Alors, le A, c'est pour agriculture, le I, c'est pour industrialisation, et le C, commercialisation, et le E pour environnement. Pour nous, c'est une solution globale. On ne peut pas aborder ça. Par expérience, on a vu des cultivateurs qui se lancent dans des plantations et qui malheureusement n'arrivent pas à écouler leur production. On a vu des gens qui Ah, construisaient des usines, mais qui n'arrivaient pas à les faire tourner parce qu'elles n'avaient pas de,
de producteurs locaux pour amener la matière première pour faire tourner les usines. On a vu des gens avoir des difficultés pour commercialiser et donc avoir une surproduction et d'être obligés de l'abandonner, de la mettre en décharge pour la plupart des cas. Et puis l'environnement, aujourd'hui on utilise des engrais traditionnels qui sont source de pollution des eaux à cause des nitrates, Hein. ou de la pollution de l'air à cause des gaz à effet de serre. Et d'un autre côté, les déchets agricoles ne sont pas valorisés. C'est-à-dire que quand on produit, je dirais, du maïs, on a une quantité de déchets importants. On le transforme le maïs, on a encore des déchets importants. Et nous, notre idée, c'était de transformer ces déchets en énergie, une énergie bio, de permettre aussi d'avoir une ressource qui manque souvent, c'est l'électricité. Souvent, les champs ou les zones de culture ne sont pas forcément bien alimentées en électricité. Et là, on avait une réponse d'utiliser les déchets verts pour en faire de l'énergie électrique utilisable dans les usines, D'accord. voilà, ou du pompage. D'accord. Donc, Monsieur Garba, qui est lui-même en Afrique, au Niger, à Niamey, peut très bien dire les problématiques qu'il y a déjà à Niamey par rapport à tout ça. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot là-dessus, Monsieur Garba, ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Là, il y a, en fait, l'agriculture aujourd'hui euh, est devenue un symbole, un slogan pour tout le monde. Chacun veut faire de l'agriculture, mais bon, ils ne savent pas exactement comment la faire. Et ceux qui la font aussi, ils font l'agriculture d'une autre manière qui ne les avance pas. Parce qu'au Niger, par exemple, au Niger, on a trois types d'agriculture. Il y a l'agriculture de ranch, ce que les gens font pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est l'agriculture commerciale. Il y a ceux qui cultivent du coton, il y a ceux qui cultivent du guébé pour la vente, il y a ceux qui cultivent euh, du sésame pour la vente. Maintenant, il y a l'agriculture de subsistance. Ça, c'est la plus grande partie du Niger, c'est du Sahel même, quand je vais étaler ça sur le Sahel. C'est l'agriculture de subsistance. Le paysan traditionnel, il cultive pour juste manger. Et le troisième type d'agriculture, c'est l'agriculture de prestige. Le monsieur, il a de l'argent, il achète des terres, il fait des jardins pour le loisir, il part faire ses week-ends, c'est les trois types d'agriculture qu'on a ici aujourd'hui. Alors, de notre côté, au niveau de Africa Agrobio, nous avons énuméré tous les problèmes que les agriculteurs rencontrent. D'abord, le problème foncier. Après, le problème foncier, même si tu as la terre, il faut savoir la cultiver. Et cultiver comment? Il faut avoir des bonnes semences, il faut avoir une bonne méthode d'irrigation, il faut avoir une bonne technique culturelle et des bons intrants. Après, la production, il faut savoir vendre la production ou bien même la gestion, même le stockage de la production. Donc, nous avons passé vers la transformation et créé aussi un marché réseau pour le produit non fini. Alors, après la transformation, nous passons encore à la commercialisation à l'international. Nous avons des partenaires à l'international qui nous demandent un certain nombre de produits qui sont cultivés en Afrique où nous faisons le réseautage entre les agriculteurs et les partenaires à l'extérieur. Et tout ça, tout en respectant l'environnement, comme Philippe l'avait énuméré, nous cultivons dans notre concept AICE, nous faisons l'agriculture d'une manière qui respecte strictement la biodiversité, parce que nous utilisons des engrais qui sont des hydro-rétenteurs fertilisants et qui sont biodégradables, qui n'ont aucun impact sur le sol, et ça fait aussi rétention d'eau, parce qu'on est au Sahel aujourd'hui. Le Sahel, c'est quand qui dit Sahel, le désert, on parle de problème d'eau, parce que les ressources en eau, c'est difficile, c'est un défi pour les agriculteurs. Alors, c'est les hydro-rétenteurs font de la rétention d'eau, et en plus de la rétention d'eau, il y a les fertilisants à l'intérieur. Donc, en un mot, nous prenons le concept AICE, c'est de la fourche à la fourchette. D'accord. D'accord. Donc,
Donc, d'après ce que j'ai regardé sur votre site, hein, au niveau du concept, de ce concept-là, vous avez 4 piliers qui correspondent finalement au concept du développement de chaque pays africain. C'est bien Bien De tous ça? sûr, les pays bien africains. sûr. De tous les pays africains. Tous les pays Ouais, africains. Le Sahel, d'accord. le désert en particulier, mais de tous les pays africains. Oui, oui, mais ce que je trouve intéressant au niveau de vous, monsieur Garba, c'est que vous êtes sur un pays chaud, le Sahel. C'est là que ça devient Oui, intéressant par rapport à d'autres, hein, comme par exemple le Gabon, ou, qui sont sur une autre terre également, et sur un autre aspect climatique. Et vous, de votre côté, vous êtes vraiment le témoin. C'est pour ça que je vous ai tout de suite interrogé sur ce sujet, parce que vous êtes le témoin merci. de ce qui se passe. Et je sais sur le point de vue continental, il y a aussi, je sais plus comment on l'appelle, la barrière verte qui est là, Bien sûr. qui empêche beaucoup, mais qui se développe aussi, et il faut l'aider à se développer également. Mais en ce qui concerne le Niger ou le Burkina ou même le Mali, qui sont des pays du Sahel, c'est vraiment la problématique de leur développement. Donc votre concept est pour moi euh, un des meilleurs pour ça. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait récemment les trois pays que vous venez de citer, le Mali, le Burkina. Le Burkina où nous avons beaucoup avancé avec des partenaires là-bas, nous avons beaucoup avancé dans le riz. Au Hein, Mali, nous sommes aussi sur le maïs au Mali. Et hein, au Niger, nous sommes du plan de vue, pour le moment, au Niger, nous avons commencé d'abord par la recherche. Nous avons des contrats avec des protocoles d'accord avec l'université de Abdouloumouni Diengame, avec la faculté d'agronomie, et l'INRA, hein. qui est l'Institut de recherche agronomique du Niger. Nous travaillons en étroite collaboration pour pouvoir faire des tests des engrais et voir comment est-ce que nous savons mettre la recherche en contribution pour pouvoir développer notre concept AICE dans les pays du Sahel. Ça prend du Oui. Sénégal jusqu'au Tchad, hein, Oui, du Sénégal oui, oui, par rapport à certains programmes de développement de chaque pays. Et il est vrai que oui, le Burkina, il y est touché. Justement, nous allons passer une petite vidéo tout de suite dans notre émission. d'accord. Permets-moi que je te présente d'abord Geneva So, étudiante, non, Oui, oui, étudiante agronomie. en agronomie. Mhm. L'an passé, tu as soutenu ta licence, Oui, non, oui, avec brio. c'est ça. Voilà, donc étant donné que tu as ta licence en poche, Mhm. et comme c'est toi qui suis les parcelles de maïs Barbarie Plante avec le docteur Ouedraogo, Oui, donc c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui en date du 3 septembre pour visiter la parcelle de maïs que le docteur Suleiman Ouedraogo à la station de recherche à l'INERA à Farakoba et m'a fait l'honneur pour m'envoyer visiter la parcelle de maïs et de coton Barbarie Plante. Quand tu regardes les pieds de maïs, quand tu regardes la parcelle de maïs Barbarie Plante, quel est ton avis? Ouais, en tout cas, on remarque que le développement, côté développement, il n'y a pas de problème. Voilà, les plants se développent très bien, vous-même, bien vertes, il n'y a pas de souci. Le développement, c'est actuellement, nous sommes à la phase épiaison. Voilà, vous voyez les épis, vous pouvez voir, en tout cas, vous pouvez voir, vous pouvez constater que ce soit la physionomie, tout, il n'y a pas de problème. L'état sanitaire. L'état sanitaire, Voilà. ouais. Et vous dites que vous avez mis cette parcelle-là en technique culturelle de Zaï. Voilà. Voilà. Ça veut dire Zaï, et on a fait des trous de Zaï, et puis dans chaque trou, on a incorporé du NPK Barbarie. À raison de 30 grammes. À raison de 30 grammes, voilà, par poké. Par poké. Voilà. Et on a semé. Nous sommes en train de visiter la parcelle d'anacardier des tests Barbarie Plantes en culture d'anacarde Voilà. que nous avions mis ensemble. C'était en 2022.
Je pense bien, si ma mémoire est bonne, c'est le 22 juillet 2022 que nous avions planté. Et c'est plan d'anacardier. Voilà. Cette parcelle, c'est quelle parcelle? C'est la parcelle T3, traitement T3, c'est-à-dire demi-kilo de NPK barbarie plant pour le piquage. C'est-à-dire avec 500 grammes de barbarie plante que nous avions planté cet arbre. Voilà. C'est ça? Il faut t'approcher un peu. Mais tu vois le résultat qu'on a. Donc ça fait 2 ans, 22 juillet 2022 au 22 juillet 2023, ça fait 1 an. 22 juillet 2023 au 22 juillet 2024, ça fait 2 ans. Août, septembre, ça fait 2 ans, 2 mois. Voilà. Puisque nous sommes dans le 3e mois comme ça. Mais voyez-vous, tu vois comment est-ce que le plan il est grand. L'état sanitaire, tout cas, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc nous revoilà dans notre émission Et nous, avec la société Africa AgroBio, où nous venons de voir tout simplement une vidéo faite par vous-même il y a 2 ou 3 mois, que vous m'aviez envoyée, qui se passe au Burkina par rapport déjà à des plantations déjà faites. Je trouve ça extraordinaire. Monsieur Yao, je vais vous appeler par votre prénom, Yao, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce qui vient de se faire au Burkina et au développement? Comment vous le visionnez par rapport à ces premiers, par rapport à ce premier projet? Alors, par Le rapport premier, c'est peut-être pas le premier, mais en tout cas celui-là. Alors, celui du Burkina Faso, bien, nous connaissons les problèmes qu'il y a eu, les problèmes d'alimentation, d'importation de denrées de pays tiers. Et notre solution que nous avons proposée au Burkina Faso est de leur permettre d'augmenter leur culture, de consommer moins d'eau puisqu'ils n'en ont déjà pas beaucoup. Et à terme, peut-être d'être dans l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Et pour cela, la particularité. Oui, vas-y, Oumarou. La particularité, je voulais ajouter, la particularité du Burkina Faso, c'est que actuellement nous avons quelque chose de très important qui se passe au Burkina. Il y a la volonté politique pour développer le secteur agricole. C'est très important en Afrique, la volonté politique. Parce que dans tous les pays que j'ai visités récemment, seul au Burkina qu'on trouve une convergence d'ambition entre le paysan et le président du pays. C'est-à-dire de politique aux paysans, ils ont eu les mêmes ambitions, développer l'agriculture pour arriver à une autosuffisance alimentaire. Au niveau de la présidence, ils ont créé ce qu'on appelle l'initiative présidentielle qui accompagne les paysans et les entreprises agricoles. Au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a ce qu'on appelle l'offensive agro-pastorale où nous avons participé avec la société Nafaso SA pour avoir 3000 hectares de production de riz, en cas de production sur toute la chaîne de valeur sur le riz. Donc, c'est très important. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de vidéos qu'on fait, ça vient du Burkina. Mais cela ne tient, nous sommes aussi présents au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Togo, et un peu au Sénégal aussi, parce que nous envisageons de faire des plantes médicinales au Sénégal. Voilà. D'accord. Le Togo, ça serait peut-être du côté de Kara, au nord du Togo, qui serait au nord du Togo, les plantations d'anacardier. Sur les plantations d'anacardier. Nous sommes au Togo sur les plantations d'anacardier qui sont faites sur la base avec nos fameux hydro-rétenteurs fertilisants et qui donnent très bien, dont nous avons des excellents résultats. D'accord. Et comment vous voyez donc l'approche par rapport aux autres industries ou autres qui veulent développer autrement le côté agricole? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, nous sommes
sommes en contact avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises et d'industries à l'international. Philippe peut développer parce que c'est Philippe qui s'occupe de ce volet-là. Justement, je Voilà. vous coupe la parole. On va demander tout de suite à Philippe alors ce qu'il en pense. Alors, ce qui est important de voir là, c'est que généralement, les gens viennent avec des solutions spécifiques pour l'agriculture, pour la commercialisation, pour l'industrialisation ou pour l'environnement. Nous, avec notre solution globale, on fait une grande différence parce qu'on va prendre en compte, par exemple, si on prend des exemples, on a vu des industries, par exemple, je prends culture de la tomate en Côte d'Ivoire. Les gens ont investi beaucoup d'argent pour avoir une usine et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'agriculteurs pour alimenter l'usine. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils achètent du concentré de tomate à l'étranger pour le reconditionner dans des versions avec des indices BRICS différents. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la vraiment grande différence pour nous, c'est d'avoir une solution pour une agriculture avec des forts rendements, moins de consommation d'eau et des cycles plus courts. Si je prends sur le manioc, on peut avoir 30 à 50% de plus de rendement à l'hectare, consommer moins d'eau et en plus avoir des cycles de culture plus courts, 8 mois au lieu de 12. Donc ça veut dire qu'à partir de ça, on est capable de pouvoir envisager des solutions agricoles très différentes. Par exemple, avec la tomate, comme c'est des usines industrielles qui vont faire une transformation de fruits, la tomate étant considérée comme un fruit, après la saison, on va pouvoir transformer d'autres choses. Ça peut être de la mangue, ça peut être de l'ananas, faire des jus, faire des concentrés. Donc nous, dans cette approche-là, on va intégrer avec l'usine un plan de culture. C'est-à-dire qu'il faut faire coïncider la production de tomates dans son choix. Par exemple, une tomate de bouche n'est pas la même que la tomate industrielle. Donc tout ça, on doit l'anticiper et le préparer. Donc on travaille sur les plans de culture, on travaille sur des organisations industrielles pour le faire. Et bien évidemment, la commercialisation. Une de nos particularités, c'est qu'on apporte ce qu'on appelle des contrats. On parle d'usine clé en main. Nous, on est dans des concepts de contrats d'usine marché en main. Ça veut dire qu'on associe la vente d'une usine à des contrats de contre-achat de la production. Comment expliquer simplement? Par exemple, si je fais des tomates, on fait la transformation de tomates, une partie de la production de la tomate va être achetée par des grands groupes industriels, je sais pas, on va dire Multi par exemple, qui va prendre en charge 50% de la production qui va être exportée. Ce qui est un intérêt, c'est que c'est des devises et ça permet de généralement compenser l'acquisition de l'usine. On avait le deuxième problème, c'est le problème du financement. C'est que généralement, la difficulté des paysans, des agriculteurs et des industriels, c'est de trouver des financements. Là, on apporte par exemple un contrat d'achat avant même que l'usine soit sortie de terre, validé par une lettre de crédit pendant 7 ans. C'est-à-dire que la personne s'engage à acheter pendant 7 ans la production de l'usine. Soit 50%. On peut la première année monter plus, le temps que la société commercialise elle-même ses produits localement. Donc ça, c'est des systèmes qui sont très particuliers, qu'on appelle contre-achat, et qui nous permettent de le faire sur le coton, sur l'amidon, à partir du manioc, ou du concentré de tomate à partir de tomates. Donc ça, c'est une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'on gère le plan de culture, on gère l'industrialisation, on gère la commercialisation. Bien évidemment, comme on l'a vu avec l'aspect environnement. Je veux dire, Maru a parlé des fertilisants hydro-rétenteurs qu'on utilise. C'est un brevet qui existe pourtant depuis 37 ans. On l'a mis en avant parce que pour nous, ça répondait aux objectifs des pays du Sahel, entre autres. Mais le Gabon peut être intéressé. C'est pas parce que plus il pleut, plus il faut mettre d'engrais à cause de la dilution, du lessivage. Donc aujourd'hui, on a une solution pour les pays qui manquent d'eau. On met de l'eau et les hydro-rétenteurs permettent d'absorber jusqu'à 500 fois leur volume en eau, ce qui permet d'avoir une réserve. Et à l'intérieur de cette réserve, parce que les racines vont chercher l'eau, vont trouver aussi leur nourriture, leurs nutriments. Et dans les nutriments, bien sûr qu'on met des engrais traditionnels, NPK, mais aussi on va trouver des oligo-éléments qui nous permettent de protéger la plante et d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Donc tout ça est un programme que l'on propose avec cette technologie, bien évidemment avec une bonne utilisation, avec des plans de culture qui sont mis en place par des agronomes avec lesquels on travaille depuis longtemps.
Et avec un objectif, c'est que ces plans de culture soient en conformité avec l'agroforesterie, c'est-à-dire que aujourd'hui, D'accord. beaucoup d'espaces, enfin, on a besoin d'arbres pour capter le CO2, donc c'est fait à travers cette approche globale. Donc, c'est une des solutions que vous apportez. Oui, 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 c'est une solution globale qui part de la terre, comme l'a dit un petit peu Oumarou, jusqu'à l'assiette des consommateurs, avec des Bien produits sûr. bio. Le On est en train de faire avec Écossaire dans certains pays, le label, bio, parce que c'est demandé. Donc aujourd'hui, on travaille là-dessus, avec nos partenaires pour obtenir, ce label-là, sur l'Afrique. On l'a déjà dans certaines régions dans le monde, mais on est en Ouais. train de voir pour le mettre en Afrique, parce que je pense que derrière tout ça, on peut racheter la production, mais aussi on peut la distribuer à travers des réseaux européens qui sont présents. Bon, on peut citer Lidl, on peut citer d'autres marques qui sont, ça peut être Carrefour en passant par d'autres, mais on proposera et on propose le rachat de ces produits-là à travers ça. D'accord. Donc, localement, ça crée également de l'emploi. Bah, c'est l'un des. Alors, ouais, il y a deux objectifs dans ça. Bien évidemment, de créer des emplois et des emplois pérennes, et surtout d'amener un revenu supérieur pour l'agriculteur. Parce que quand, sur 100 hectares, Ouais. vous passez de 5 tonnes à 25 tonnes à l'hectare en rendement, c'est de l'argent qui rentre plus facilement sans travailler plus. C'est simplement d'avoir un meilleur rendement à l'hectare dû aux hydro-rétenteurs, dû au plan de culture qu'on propose. Et la deuxième chose, c'est assurer une sécurité alimentaire. Aujourd'hui, tous les pays sont sensibles à la sécurité alimentaire. Et donc, le Ouais. Burkina Faso, ça a été un des leitmotifs, parce qu'aujourd'hui, importer la nourriture, on prend le riz par exemple, importer, ça c'est un vrai enjeu de pouvoir produire localement, de limiter les importations et de pouvoir faire ses propres semences, de pouvoir gérer de façon, je dirais, locale et de façon pérenne cette agriculture. Je pense que, Oumarou, tu vas D'accord. compléter peut-être ce que je suis en train de dire, parce que tu le vis. Donc, Monsieur Omaro, et avant que Monsieur Omaro Oui. prenne la parole, j'ai vu que Monsieur Yao voulait prendre la parole aussi. Non, non, Euh, C'était la suite de. D'accord. Donc voilà. ça correspond. Et donc, Monsieur Omarou, par rapport à ce que vient de dire Philippe, qu'est-ce que vous rajoutez? En fait, c'est pour dire que notre concept crée actuellement beaucoup d'emplois, plus que, Ouais, parce que l'agriculture traditionnelle crée des emplois saisonniers, alors que nous créons des emplois pérennes. Parce que dans un projet agricole, par exemple, si je prends un projet agricole où on a 3000 hectares, 3000 hectares de riz à produire, il y a les, il y a les équipements agricoles, les tracteurs, les moissonneuses, batteuses, tous ces équipements, tous les techniciens qui travaillent sur les emprunts, c'est des emplois pérennes et les emplois saisonniers sont aussi gardés. Alors, c'est d'accord. très important. Et ça permet aussi de trouver et de former au fur et à mesure tout ce qui est agriculteur, petit agriculteur à côté des aménagements. Et ce que nous Ouais, faisons, nous continuons à faire aussi. tout à fait. Donc, Philippe vient d'exprimer aussi la sécurité alimentaire, mais je pense qu'il y a toute sécurité à apporter sur ces projets. Aussi, parce que c'est un roulement, je veux dire. C'est une circulaire de Oui. la matière, et de tout, même financier. Est-ce que vous avez des soutiens de fonds d'investissement ou de privés ou publics, internationaux ou même national? Oui, actuellement, on travaille avec des investisseurs qui sont intéressés par le développement agricole, et en fait, on a un nouvel apport lié au crédit carbone. Parce qu'actuellement, Ouais. en Afrique, beaucoup de développements sont prévus. Par exemple, on parle de la reforestation. Donc là, on parle de crédit carbone ou de plantation. Donc nous, on s'est plutôt intéressé, bien sûr, à la reforestation, mais qui produit de la nourriture. C'est-à-dire, on préfère planter des manguiers qui ont une surface Mhm. feuillère très importante,
Parce que Mhm. justement, ça permet d'apporter de la nourriture. Ouais. Alors, tous les arbres fruitiers rentrent dans cette catégorie-là, mais il y a des arbres qui font plus de feuilles que d'autres. Donc, on s'intéresse justement actuellement, on travaille avec l'ONU, avec différents partenaires pour accéder à soit des financements, soit des possibilités de crédit carbone. D'où la gestion aussi Mhm. des déchets. Et quand on dit que on ne peut pas imaginer, j'ai un ami, on travaille au Nigeria. Aujourd'hui, sur la production de tomates, on estime que 50% vont en décharge. C'est énorme. Et ça veut dire que le Ouais. cultivateur qui a dépensé cet argent en eau, en engrais, en semences, perd 50% de sa production parce que Mhm. les plans de culture n'ont pas été faits. Je vais essayer de schématiser ça par des exemples concrets. Aujourd'hui, par exemple, on a vu des usines. Donc, des gens nous disent, OK, on va acheter une usine pour transformer, par exemple, du manioc ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que bien souvent, il y a un excès de production. Tout le monde produit au même moment. L'usine n'est pas capable de l'absorber. Donc, les tomates pourrissent vite. C'est un produit qui est Ouais. fragile. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, il y a un problème de stockage. Si on prend les pommes de terre, c'est pareil, si les pommes de terre, elles sont toutes en même temps, avant que l'usine puisse les transformer, il faut des zones de stockage. Donc tout ça, on essaie de le mettre en place dans les financements. Et le crédit carbone peut être un appui énorme, entre autres, par exemple, sur la production d'énergie, ce qu'on appelle waste to energy. Là, on est en train de voir, c'est que non seulement on peut prendre les déchets agricoles, mais aussi de petites communautés qui aujourd'hui finissent en décharge. Et le zéro landfill, ou le waste to energy sont des critères sur lesquels on peut obtenir des crédits carbone. Donc on travaille avec un certain nombre de pays dans ce domaine-là pour Mhm. justement trouver des financements pour l'agriculture. Parce que d'un autre côté, si on plante des arbres et qu'ils amènent de la nourriture, c'est un intérêt. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de rotation de culture. On est aussi dans nos plans de culture, on fait beaucoup de rotation de culture pour justement Mhm. que, comme l'a dit Oumarou, que les gens ne soient pas des saisonniers, parce que si c'est pour ramasser une fois par an du manioc, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Ouais, Donc, bien sûr. c'est là où on prend des plans de culture, où sur le même terrain, l'année suivante, on va faire d'autres choses, où on partage les terrains pour qu'il y ait des cultures qui ne sortent pas à la même saison, au même moment, pour justement maintenir une activité, comment dire, pérenne pour les agriculteurs et qu'on ait de moins en moins de saisonniers, que les gens travaillent toute l'année Bien sûr. sur les terres. Oui, oui, tout à fait. Et puis également de la formation pour trouver des techniciens également. Enfin, tout ça, ça fait Bien sûr. partie aussi du marché de l'emploi et de la formation. Et donc, vous avez Bien parlé sûr. du Nigeria. Le Nigeria est très peuplé, Mhm. 266 millions de personnes sur le territoire du Nigeria. Il y a 36 États, si je m'en souviens bien, au Nigeria, Mhm. qui est un pays fédéral. Mhm. Comment que ça se passe pour vous au Nigeria? On a, Et sur quel endroit surtout? Parce que on là, travaille, c'est pareil. ouais, Sur un point de vue géographique, on retrouve plusieurs climats, que ouais, ce soit l'Est, Nord ou le Sud, ou l'Ouest même. Où est-ce que vous vous êtes produit ou approché au niveau du Nigeria? on travaille. Alors, on a Après, un de nos partenaires qui, lui, est implanté depuis longtemps au Nigeria, je veux dire, et qui travaille dans le sud et qui a implanté des usines de transformation de manioc, Ouais, principalement, mais aussi il a fait des plantations pour, je dirais, la tomate. Et ça a été jusqu'à la construction d'usines de verre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de solutions globales, si vous produisez quelque chose et que vous n'avez pas les emballages, et entre autres des emballages pour bien sûr. conditionner, enfin, c'était toute une difficulté. Donc là, on a un exemple, et notre partenaire qui a monté les premières usines de manioc, de transformation de manioc, bon, fait partie de nos on va dire, de nos Très bien. partenaires actuels pour travailler et reproduire ce qu'il a fait au Nigeria. Là, on est en train de le voir peut-être sur le Cameroun, on est en train de le voir sur différents pays. C'est que il nous faut des gens qui ont l'expérience industrielle et agricole. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait un petit peu la richesse de nos solutions, c'est qu'elles je sont adaptées voulais, à tous les types de pays, enfin tout sol et toute région. On n'a pas de problème. Si je prends un exemple, on peut faire pousser du blé en l'arrosant avec de l'eau de mer. D'accord. je, C'est je voulais ultime. ajouter quelque chose. Oui. En fait, sur la question de Martial, je voulais ajouter quelque chose. C'est juste un complément. Hein.
avant de lancer notre concept AICE, nous nous sommes rassurés d'avoir des contrats de partenariat avec des partenaires stratégiques, c'est-à-dire dans le domaine des entrants, dans le domaine de l'irrigation, dans le domaine des usines, dans le domaine de la commercialisation et dans le domaine de l'environnement. Donc, même au niveau des financements, nous sommes rassurés d'avoir des partenaires qui vont nous accompagner pour la réalisation de nos objectifs et notre concept AICE. Alors, nous avons des partenaires financiers qui nous accompagnent sur un certain nombre de projets. Nous avons des partenaires techniques aussi qui ont 37, 40 ans d'expérience sur tous les domaines, comme celui que Philippe vient de citer, qui fait des usines de manioc au Nigeria. Donc, c'est pour dire que avant même de lancer notre produit, nous étions suffisamment prêts et accompagnés. Et nous avons l'assurance d'être accompagnés sur tout le processus. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Parce qu'il y a aussi comme tout pays, je vais dire africain, des problèmes de déchets, énormément de problèmes de déchets. Je sais que le Nigeria a entrepris ça en main, en tout cas, pour s'occuper de ça. Surtout vers Lagos. Lagos qui est très peuplé. C'est normal parce qu'au niveau de la campagne, tout le monde s'est rapproché des grandes villes et finalement, ça fait une fournaise. Donc, votre projet est aussi intéressant pour attirer finalement les jeunes ou les personnes pour revenir en campagne aussi. Pour libérer un peu l'espace de Lagos. Je prends le cas de Lagos parce que je sais que c'est un problème là-bas. Donc je prends cet exemple-là. J'y suis allé moi-même à Lagos, comme à Abuja, comme à Kano, où j'y suis allé aussi. C'est pour ça que vous m'avez parlé du Nigeria, c'est intéressant. Parce que ils sont tout à fait dans ce développement. Tout à fait. C'est-à-dire le vôtre. Où ils ont une volonté d'entreprendre le côté de l'agriculture pour justement élargir la population, pour ne plus qu'elle soit concentrée. C'est un des important. Moi je dis c'est un des enjeux. Vas-y. On va laisser la parole à Omarou. D'accord, je voulais, en fait, Philippe va compléter. Je voulais dire que ce qui est important dans notre concept AICE, c'est que très souvent, quand l'industrialisation, la majorité des grandes villes africaines sont en dehors des villes, on a des zones industrielles. Parce que l'électricité n'est accessible qu'à côté des grandes villes. Alors, la particularité de notre concept AICE, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes capables de doter de nos usines d'un modèle qui s'appelle Green Power, qui permet de transformer tout ce qui est déchets, que ce soit ménager, que ce soit déchets agricoles, en énergie pour alimenter l'usine. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire des usines au bord champ, que ce soit loin de Lagos, à côté de la production, on installe l'industrie et ça peut fonctionner. Maintenant, le surplus de l'électricité, on peut mettre ça dans les collectivités locales qui sont à côté. Voilà, en fait, ce que je veux dire par rapport même aux pays qui s'y trouvent, même les pays voisins. Je vous coupe au Marou, même les pays voisins, hein, comme le Bénin ou même le Togo, voire même jusqu'au Ghana, ils peuvent très bien voir comment ça se développe. Et comme ce sont des petits pays, ça va vraiment les intéresser. Bien sûr. C'est vraiment un des objectifs qu'on a eu dès le début. Oui, c'est un des objectifs qu'on a eu dès le début. En se disant, aujourd'hui, le problème, c'est que les paysans, leurs enfants ont tendance à vouloir aller dans les grandes villes parce qu'il n'y avait pas de création d'emplois, il n'y avait pas de solution pour eux. Ouais. Et nous, on est convaincus d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, une des grandes faiblesses de l'industrialisation, et là, on retombe sur, par exemple, le cas qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Oui, il y a des gens qui ont investi dans des industries, mais qui ne fonctionnent pas. Je peux vous dire le nombre qu'on connaît dans le monde, enfin en Afrique, d'usines qui ont été construites, qui ont coûté des fortunes.
on parle du Gabon, des usines qui devaient produire du manioc ou d'autres, des élevages de poulets, sont tombés, n'ont pas fonctionné parce que justement n'a pas été pris en considération cette notion d'agriculteur, d'industriel, et ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, nous, on est vraiment très sensibles. C'est que si les gens nous disent, on veut produire, je sais pas moi, des tomates, du manioc et tout, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire? Comment ils vont le distribuer? Comment ils vont l'utiliser? Le manioc par lui-même, ça peut être un aliment facile à prendre, mais le transformer donnerait plus de possibilités, plus de valeur ajoutée. Et en plus de pouvoir, si on crée ça localement, on crée des emplois pour les jeunes qui sont là-bas, on les forme, et aujourd'hui, le frein de tout ça, c'est les voies de communication et l'électrification. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Si vous avez dans des régions de l'agriculture, c'est comment cette agriculture va pouvoir rejoindre Lagos. Vous parliez de Lagos, j'ai un exemple concret. À un moment donné, il y avait des usines de transformation du maïs pour le bétail qui avaient été lancées. Elles n'ont pas marché. Et ce qui s'est trouvé, c'est que les éleveurs prennent leurs vaches du Nord pour les amener à Lagos. Mais une vache qui fait 50 kilos, enfin 500 kilos ou 150 kilos, quand elle arrive, elle va avoir maigri parce qu'elle n'aura pas trouvé sur le chemin de quoi se nourrir. Donc, il y a tous ces aspects-là que nous essayons de prendre en compte en disant, OK, on peut faire une usine, mais l'usine, est-ce qu'on a l'électricité? Et la seule façon qu'on a trouvé pour électrifier de façon simple, sans risque, sans pollution du moins, c'était de faire ce qu'on appelle green power, c'est de prendre n'importe quel déchet solide organique, je dis bien n'importe quel déchet organique, et de le transformer en énergie calorifique, c'est-à-dire de l'eau surchauffée, qui est très utile dans les usines de transformation agroalimentaire, et de transformer tout ça en énergie électrique, avec un excédent qu'on peut mettre à disposition dans les communautés aux alentours. Et pour nous, ça, c'était intéressant parce que on parle pas de méthanisation. Si vous faites du méthane, il faut le transformer après en énergie. Et nous, on se sert plutôt, on fait pas de méthane, parce que pour nous, le méthane, c'est un produit très difficile à étancher, industriellement difficile à contrôler. On peut pas demander à un agriculteur comme ça de s'occuper de ça. On le voit en France, on a des usines de méthane qui régulièrement, il y en a une qui fuit et qui pose problème. Ça, c'est des choses qu'on ne veut pas utiliser nous et qu'on propose à travers une solution qui s'appelle Green Power, ce qu'on appelle de la combustion lente avec un système de pyrolyse des gaz qui sont émis par cette combustion lente. Donc, ce sont des solutions qu'on utilise et qu'on propose. Et entre autres, pour la gestion des décharges, ça pourrait être une grande, grande avancée pour l'Afrique d'utiliser ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que vous aviez dit zéro déchet tout à l'heure. Oui, c'est ça. On peut, Oui, l'agriculture, c'est ça. ouais, l'agriculture dans sa transformation, si vous ramassez du maïs, à part la partie jaune qu'on mange, le reste, ce sont des déchets. Et ces Oui, bien sûr. déchets vont en décharge. Et les décharges, quand on fait une décharge, ben, c'est de la pollution, c'est du méthane direct, parce que le gaz à effet de serre que produit, c'est du méthane. Après, il y a toutes les propagations des maladies qui sont possibles parce qu'on y jette tout. Donc aujourd'hui, nous, on a cette vision-là, c'est que l'environnement, on essaie de l'avoir dès la plantation, avec des engrais qui sont encapsulés, jusqu'à la valorisation des déchets en énergie. Et c'est pour ça qu'on travaille sur zéro landfill et le waste to energy, et qui sont susceptibles d'amener des crédits carbone. Il faut compléter un petit peu ce que disait. Ah bah justement, j'allais demander à Yao qui puisse expliquer sur ce sujet, parce que là, c'est le directeur technique qui avait pris la parole, et très bien dite même, dans les explications. Maintenant, dans une condition générale, et en tant que coordinateur général d'Africa Agrobio, comment vous voyez les choses, vous, Yao? Alors, pour ce que vient de dire Philippe, le Green Power, le zéro landfill, bon, il est vrai que nos objectifs, c'est que les déchets qui sont produits par les agriculteurs soient recyclés en énergie. D'accord. Mais nous savons tous qu'un peu partout en Afrique, il y a des déchets à ciel ouvert que nous pourrions déjà utiliser pour produire de l'énergie. Voyez-vous? Bien sûr. Ça assainirait des tas d'endroits, ce qui éviterait les maladies, les nuisibles, etc., etc. Donc,
nous contribuerons non seulement à assainir ces terres-là, et en plus à fournir de l'énergie aux populations locales. Bien sûr, nous parlons du surplus d'énergie que produira l'usine de retraitement des déchets. Qui est très important. C'est Ouais, Qui très est même au-delà très, de ça, important. très même, important. C'est un problème sanitaire qui existe. C'est le problème sanitaire, bien sûr. Qui existe et qu'il faut combattre. Donc, combattons la chose à la source. Bien sûr. Et puis, c'est vrai que c'est une solution pour nettoyer le terrain, je vais dire, C'est afin ça, de laisser totalement. oui, place. bien, Totalement bien sûr. nettoyer le Aujourd'hui, terrain, le réhabiliter et pourquoi pas l'utiliser, le valoriser autrement. Bien sûr. oui, Bien sûr. au-delà de. Il y a un petit problème de connexion au niveau du Niger peut-être, mais au niveau de Monsieur Yao, il n'y en a pas, donc je vais continuer. Mais il est vrai que ça, c'est vraiment le gros problème de l'Afrique, le côté déchets. Et en libérant par rapport à votre système qui est pour moi la clé pour nettoyer tout ça, pour laisser place, et c'est ce qui donnerait également un développement urbain Hum, et donc des emplois, des emplois. etc. Parce Totalement. que là, on arrive dans une circulation économique qui serait conforme, je vais dire comme à l'image d'une chaîne de vélo, hein. Si je me permets, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est que aujourd'hui, on parle de valorisation des déchets et Hein, on trouve des plastiques. Mais il faut savoir que dans le monde, à peine 7% des plastiques sont revalorisables ou valorisés. D'accord? Donc aujourd'hui, après, il y a les ouais, métaux. Nous, le système qui est mis en place à travers Green Power, c'est on prend les déchets, on n'a pas besoin de les trier. Pourquoi? Parce que le tri, ça veut dire qu'après, on a des filières de valorisation de ces déchets, ce qui n'existe pas vraiment de façon industrielle partout. Mais que 7% des déchets plastiques peuvent être valorisés. Là, nous, on prend n'importe quel type de déchet, et ce que disait Yao qui est important, c'est même des déchets existants. C'est-à-dire que si on prend une décharge, on peut prendre les anciens déchets et les revaloriser en énergie. Donc, nous pensons qu'en effet, dans les grandes villes, là, on est en train de regarder sur le Ghana des grandes villes où il y a des problèmes de décharge sauvage, parce que là, on ne parle pas de décharge organisée, mais de décharge sauvage. Oui, on peut récupérer tous ces déchets-là et les transformer en énergie avec une efficacité élevée et sans pollution. C'est-à-dire que même si on récupère les métaux, et si on a du CO2 et de l'eau, parce que dans les déchets, il y a de l'eau, donc cette eau plus le CO2 va nous permettre de produire de l'oxygène médical et de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rejet du tout. Ce qui est la différence des incinérateurs ou ce qui est la différence des systèmes tout à fait, d'urbanisation. Ça n'a rien à voir. Ouais. tout à fait. Les déchets ne sont pas des lixiviats qui vont. Parce qu'en plus, ce qui est dramatique, c'est que les décharges à ciel ouvert, quand il pleut ou quand il y a des inondations, ben, ça passe dans la nappe phréatique. Et la nappe phréatique, c'est ce qui permet d'avoir de l'eau potable. Donc, tout ça Mhm. sont des enjeux en Afrique qui deviennent, dans certains pays, vraiment cruciaux. On parlait de Bien Lagos, sûr. plein de grandes capitales qui sont en effet complètement submergées par les déchets et ça a des conséquences sur la santé, sur plein de choses, quoi. Donc c'est ça qu'on. Mhm. Mhm. Bien sûr, et c'est pour ça que, de toute façon, les déchets, ça démarre d'une maison. Oui, Absolument. Et puis comme les chaînes ne sont pas faites aujourd'hui sur beaucoup de villes africaines, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce réseau de ramassage où et ben c'est là où on retrouve les déchets un peu partout également. Et c'est pour ça que votre Africa AgroBio est importante dans ce développement parce que tout le monde cherche à faire enfin à créer des usines ou quoi que ce soit, mais ils se rendent compte que finalement, mais non, c'est pas la solution, donc il n'y a pas d'existence de ça. Maintenant, vous apportez votre projet avec le concept AICE, qui est pour moi, comme je me répète, la clé pour pouvoir avoir la délivrance locale
par rapport à l'encombrement des déchets et en plus de ça, envers ce que vous faites par rapport à l'alimentaire, bien sûr. c'est énorme. Euh, C'est un concept qui est génial pour moi. euh, oui, merci. Mais quand on s'est mis autour de la table avec Yao et Umaru, on a partagé des expériences et on est arrivés tous à la conclusion, parce que moi j'avais travaillé dans la vente d'usines clés en main dans l'agroalimentaire, j'ai travaillé dans l'agriculture parce que obligatoirement quand on veut vendre des usines agroalimentaires, il faut s'intéresser à l'agriculture. Et toutes les fois, on avait des blocages. Et moi, ce qui me gênait un petit peu, basé sur l'environnement, c'est qu'aujourd'hui, les engrais traditionnels que l'on met dans le sol euh, sont des polluants euh, qui, à cause des nitrates qu'ils produisent, posent des problèmes dans la biodiversité, dans des choses comme ça. Le deuxième aspect, c'est que quand on regarde les problèmes de gaz à effet de serre, les produits qui sont émis sont jusqu'à 200 ou 300 fois plus que le CO2 en équivalent. Donc ça veut dire qu'on a un vrai problème. On a travaillé sur le Canada, où le Canada, comme beaucoup de pays, comme les USA et l'Europe, disent on va réduire de 30% la mise en sol des engrais. Le résultat, c'est que beaucoup d'agricultures n'ont pas eu de rendement. C'est-à-dire qu'on réduit le rendement de 50%. C'est-à-dire que quelqu'un qui va utiliser cette méthode-là, et même si on met des produits bio pour faire pousser les plantes, la plante, elle a besoin de N, de P et de K, euh, de façon, enfin, d'azote, de phosphore et de phosphate pour pouvoir faire pousser. Donc aujourd'hui, c'était un enjeu de trouver une solution et nous avons, à travers un partenaire qui a développé, qui est l'inventeur des fertilisants hydro-rétenteurs, une solution qui, après 37 ans, qui avait été conçue que pour, je veux dire, les cultures dans le désert, parce qu'on est capable de faire pousser avec ça, en plein désert, à des températures très élevées, n'importe quelle culture. Ça paraît incroyable, mais c'est une réalité. La barrière verte de Abu Dhabi a été faite avec ce système-là. Les plantations d'oliviers en Arabie Saoudite ont été faites avec Oui, ça. oui, parce elle se génère elle-même. Oui, en fait, la gélule va permettre d'emmagasiner l'eau et de donner à la plante les nutriments dont elle a besoin. Mais on est allé plus loin, parce que là, on n'a pas parlé, mais par exemple, il y a des maladies comme le dragon jaune, qui touchent tous les agrumes. Les dragons jaunes, si on tape sur Internet, on vous dit, il n'y a pas de solution pour... C'est un fléau. C'est un fléau, on n'a pas de solution. Donc, il y a des vergers. Hmm, Et on parle de pays développés, hein, on parle de la Californie, on parle de la Floride, on parle du Porto Rico, qui ont d'accord. perdu leur citron vert en quelques années. Ouais, Aujourd'hui, le système qu'on utilise des fertilisants hydro-rétenteurs, comme à l'intérieur, il n'y a pas que ça, il y a des nutriments, des oligo-éléments qui servent à renforcer la résistance à la plante. Et on sauve des plantations entières de citronniers ou d'orangers actuellement. On a un exemple très concret. Au Cameroun, on veut lancer des opérations au Cameroun. La première des choses qu'on a vues avec des agriculteurs, ils nous ont dit, on a planté des mandariniers et des citrons verts, ils meurent, ouais, les arbres sont en train de mourir. On leur a donné la possibilité de faire de la régénération de leurs arbres en mettant 1 kilo de produit au pied de l'arbre. Aujourd'hui, ces arbres ont des fleurs et vont produire des citrons et des mandarines. Alors que la, 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 la solution, c'était soit de les enlever, soit de les laisser pourrir. d'accord. Donc ça, Oui, c'est tout à fait. Oui, donc je vous coupe Philippe, hein, parce qu'il est vrai qu'il y a tellement de choses à faire et à dire au niveau de notre interview qu'on pourrait passer des heures et des heures. Par contre, j'ai une petite question. Je vais me tourner sur Yahoo. J'ai entendu dire Yahoo que vous étiez sur un projet de forum. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Où est-ce que vous en êtes? Si ça Alors, existe, vous en si êtes vous en où? avez entendu, si vous en avez entendu parler, c'est que c'est vrai. Nous sommes sur un projet de forum que nous espérons, non, pas que nous espérons, que nous allons réaliser au mois de novembre 2025 sur principalement les pays désertiques. Lorsque je dis désertiques, les pays du Sahel. On D'accord. parlait du Niger, du Mali, du Burkina Faso, mais il n'y a pas que
dans ces 3 pays où le désert existe sur le continent africain. Ce qui fait que Ah, nous allons inviter tous les pays africains, ceux qui sont intéressés par ce forum et pour lutter contre le désert, de participer à ce forum, leur proposer nos solutions pour arrêter l'avancée du désert et développer l'agriculture dans les régions désertiques. Voilà le projet sur lequel nous travaillons actuellement avec le GIE Africa Agrobio. d'accord. Donc certainement avec Oumarou qui est du Niger et qui le touche, je vais dire plus personnellement, comme vous avez parlé de pays chauds. Ce forum va se faire à Niamey? Le forum se tiendra à Niamey, absolument. Mais vous serez au courant de l'état d'avancement de tout cela. Tout est en préparation. Nous travaillons activement et D'accord. beaucoup dessus. Mais Surtout en ce moment. c'est un forum intéressant, même très, je vais dire même important par rapport à donner la compréhension aussi bien de ce qui se passe au niveau du climat, de ce qui se passe au niveau du changement de mentalité peut-être, qu'il soit étatique ou de la société civile. À partir de là, votre forum doit être certainement aussi ouvert à tous. Le forum est ouvert à tous. Il est ouvert à tous. Il n'est pas limité uniquement. Bien, si nous avons des pays hors Afrique qui sont intéressés pour participer au forum, bien entendu, nous les accueillerons avec grand plaisir. Ils pourront partager leur expérience de culture avec Voilà. les pays africains participant à ce forum. Nous espérons bien entendu qu'il y en aura un maximum de pays africains qui pourront participer à ce forum. Bien sûr, et je pense que le Nigeria va être aussi intéressant, hein. Enfin, même tous les pays, hein, Tous de les toute pays façon, hein. africains, tous les pays du continent africain seront invités. Ils seront Bien sûr, tous invités. Voilà, pour échanger et voir améliorer, faire des échanges entre eux et trouver des solutions à d'accord, leurs besoins. Les solutions qui sont dans un pays ne sont pas forcément dans d'autres pays. Et par ces échanges, ils pourront améliorer répondre à leurs besoins si les solutions se d'accord, trouvent ailleurs. Voilà. d'accord. Donc, ben, je vous souhaite tout le courage et je pense que vous allez réussir à créer ce forum et surtout à le produire parce que c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Et ce forum, je pense il va avoir plusieurs tables de travail, on va dire. Ça ne sera pas centralisé, il y aura plusieurs coins parce que ça comprend toutes les discussions finalement. Ça comprendra beaucoup de discussions, mais les discussions seront principalement autour de l'agriculture. Bien sûr. En fait, bon, dans l'approche de ce forum, on était parti un peu de présenter le concept AICE et on l'a présenté aux autorités du Burkina Faso, pardon, du Niger, Du en se Niger, basant sur ce qu'on avait déjà fait au Burkina Faso. Actuellement, on a le soutien du ministère de l'Agriculture, du centre de conférences locales, on a les universités. Et pourquoi on a lancé des essais avec l'INRAN et la faculté d'agronomie de Niamey? C'était justement pour avoir des résultats, pour que ce forum Mm. soit basé aussi sur des réalités du Sahel, quoi. On va inviter le Burkina Faso qui vont venir avec des agriculteurs qui ont été primés par exemple par le Canada comme des fermes de l'année 2022, je crois, au Canada. Donc on va se servir des références que l'on a et on veut partager avec les gens qui seront invités, donc des agriculteurs aussi bien d'Algérie que de Libye, que d'Égypte, que Mm. partout où en fait il y a des déserts. Alors pourquoi désert? Parce que dans un premier temps, on voulait s'intéresser aux gens qui ont le plus de difficultés à gérer l'eau, d'accord? Mhm. Mhm. Et donc on va faire venir des experts, on va partager
disons, ça avec des gens qui sont des climatologues, avec des gens qui gèrent l'agriculture, des industriels, des fondations, parce qu'on se rend compte qu'il y a derrière l'agriculture beaucoup de fondations. Et je ne dirais pas qu'elles ont que des résultats. Je lisais un rapport sur celle de Bill Gates, la fondation, où ils font beaucoup d'efforts sur l'agriculture et on voudrait les impliquer sur un concept comme AICE, entre autres, pour leur montrer Mhm. qu'il y a des possibilités et surtout que s'il y a de l'argent à mettre en œuvre pour réussir ça, on a, nous, des solutions viables et c'est ce qu'on veut montrer à travers les essais qui vont être faits avec l'Institut national de recherche agronome du Niger, avec la faculté, pour que ces documents-là ne soient pas émis par nous, mais par je veux dire, les autorités locales. On aura celle du Burkina Faso, on aura celle du Niger et j'espère du Mali, enfin, on va commencer très prochainement aussi la même approche. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on rentre dans un pays ou qu'on veut s'implanter dans un pays, on commence par faire des essais. Mhm. C'est D'accord. de mettre le forum en avant par rapport à Ah ça. ouais, d'accord. Bah écoutez, moi je vous dis bravo hein, par rapport à ce que vous faites, par rapport aux volontés que vous avez. Je connais le terrain africain, je sais très bien qu'il n'est pas évident. C'est souvent, quand on commence à discuter, on s'est rendu compte que c'est que les exemples visuels. C'est-à-dire l'agriculteur au début, il se dit: «Tiens, Bien j'ai un sûr. problème, je vais essayer» et on se rend compte qu'on a des réponses des gens qui essayent les produits en disant j'ai jamais vu ça, il y a déjà des fleurs, en 4 semaines, je pensais pas que j'aurais des résultats. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est de montrer que en effet, on peut changer les pratiques agricoles de façon nouvelle et changer les habitudes des gens, je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Enfin, par expérience. Bien entendu. Les Bien gens, entendu. Et surtout respectueuse de l'environnement. oui, oui, en plus, les gens, Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça on va devoir terminer sur ces derniers mots. voilà, Je suis obligé d'en arriver là, malheureusement, parce que il n'y a comme pas je de problème. disais, je sortirais bien un petit café et puis on buvrait ensemble, il n'y aurait pas de problème. Mais je suis obligé de terminer. Par contre, moi, je veux vous revoir par rapport à ce que vous faites, à l'évolution qu'il y a. Même si D'accord. on fait une émission de 30 minutes une fois par mois, moi, ça me suffit pour dire, regardez où est-ce qu'ils en sont et ça correspond à ça. Mmh. Il va peut-être falloir le comprendre. C'est un peu ça le message. Donc, écoutez, moi, j'ai été content de vous recevoir dans notre émission et nous. Malheureusement, on a perdu Omarou sur le chemin, mais il reviendra plus tard. Il n'y a aucun problème là-dessus. En tout Très, cas, très je vous remercie, vous tous. merci Marcel. Merci à Euh, vous de nous avoir invités, de nous avoir permis de nous exprimer sur nos projets et surtout notre concept AICE pour l'Afrique et de bien vouloir nous suivre dans le développement de tout cela exa- jusqu'au forum qui aura lieu, je le rappelle, le forum exactement, exactement. Donc, on va vous suivre jusqu'au forum. Super. On va faire ça. Allez, je Merci. vous dis à très bientôt dans notre émission et nous sur Canal K Web TV. À À bientôt. bientôt. Merci.